On va commencer aujourd'hui le premier webinaire de la série qu'on va effectuer dans les mois à venir. Le webinaire qui est plutôt un témoignage personnel, mon témoignage personnel. Je voudrais être aujourd'hui juste Ania, qui vient de l'Ukraine, qui vient de la ville qui s'appelle Lviv. Je ne suis pas un expert aujourd'hui, je ne suis pas une femme politique, je ne suis pas un expert de géopolitique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon cœur. Je voudrais vous parler de l'Ukraine, vous décrire mon pays à travers ma vie. Je suis née en 1986, justement l'année où il y avait la catastrophe de Tchernobyl. Je suis née dans une union qui n'existe plus, heureusement. Je suis née juste 5 ans avant que cette union chute. C'est l'Union soviétique. Je suis très contente que je ne me rappelle pas et je ne me souviens pas de la vie dans cette Union soviétique. Parce que de ce que je sais, parce que de témoignages et des histoires que j'ai eues pendant ma vie, c'était quelque chose qui n'était pas très agréable. En 1991, l'Ukraine a obtenu son indépendance. L'Ukraine est devenue un pays souverain, libre. Et je me rappelle très bien des visages, des émotions, de la joie et des larmes de mes proches, mes grands-parents et mes parents. On vivait ensemble à l'époque dans un petit appartement à Lviv, à côté de la frontière polonaise. Je me souviens très bien de ce moment-là, quand mon grand-père a dit « Enfin, ma petite fille, on est libre. Enfin, on a notre pays. » Et vous savez, après la chute de l'Union soviétique, la vie en Ukraine était compliquée, le pays était pauvre et il y avait souvent des coupures d'électricité, il y avait des coupures d'eau, tout comme l'année dernière pendant la guerre. Et je me rappelle de cette période, pour moi c'était vraiment romantique, vous savez pourquoi? Parce que c'était le temps qu'on partageait dans la cuisine avec mes grands-parents et mes parents. Comme j'étais un enfant curieux, je posais beaucoup de questions. Et j'avais posé la question à mon grand-père, Papy, pourquoi c'est si important pour toi que l'Ukraine devienne indépendante? J'avais 5 ans à l'époque, donc la question était tout à fait une question de l'enfant. Et mon papy qui m'a répondu, écoute Ania, tu sais, c'était pas l'union des peuples, c'était la prison des peuples. Et j'ai dit, pourquoi tu le dis? Mon grand-père m'avait raconté des choses qui se passaient pendant l'Union soviétique avec le peuple ukrainien. Aujourd'hui, je parle du peuple ukrainien, mais pas seulement le peuple ukrainien souffrait de ce régime communiste et soviétique. J'ai posé la même question à mon papa et j'avais dit, écoute, l'Union soviétique, qu'est-ce que c'était pour toi? Et mon papa m'a répondu, c'était la vie sans liberté de choix, sans liberté de développement, sans liberté de vivre normalement. Mon papa, qui était professeur à l'université vétérinaire, il travaillait à la chaire de la pharmacologie et de la toxicologie, n'a jamais réussi de monter en grade supérieur. Il n'a jamais réussi de devenir le chef de la chaire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de liberté. Parce que si tu voulais réussir quelque chose, tu devais devenir le participant du Parti communiste. Ce qui n'était pas le cas ni pour mon père, ni pour ma mère, ni pour mes grands-parents. Eux, ils se respectaient, ils ne voulaient pas, surtout pas, être dans cette machine et dans ce système soviétique. Mon papa m'avait dit, écoute, tu sais, je peux juste te dire une chose que pour être libre, il suffit de lire beaucoup et lire une vraie histoire. Mais fais attention, Ania, l'histoire de l'Ukraine a été réécrite 3 fois parce que Kremlin n'était pas satisfait des réussites de l'Ukraine, parce que Kremlin n'était pas satisfait
de la gloire ukrainienne et surtout du peuple ukrainien qui voulait toujours devenir libre, qui se battait constamment pour leur liberté, pour avoir leur propre pays et vivre normalement comme les autres pays européens. L'Union soviétique a privé les Ukrainiens de liberté de s'exprimer. L'histoire que ma maman m'avait racontée, c'était l'histoire que dans les écoles et les universités, si tu posais trop de questions, si tu n'étais pas d'accord avec le professeur, tu étais vu comme une personne un peu bête, mais pas curieuse, mais bête. Cela a appris aux gens de cette époque soviétique vraiment de ne pas trop s'intéresser, ne pas trop poser de questions, vivre ce qu'il avait. Mais ce n'était pas le cas, par exemple, pour mes parents. Mon papa, il avait des livres de l'histoire ukrainienne et il me parlait souvent de l'armée ukrainienne qui existait à partir de 1942 jusqu'à l'indépendance de l'Ukraine. Mon papa me parlait beaucoup de plusieurs choses terribles qui se passaient en Ukraine, des déportations, du terror russe, des prisons pour les Ukrainiens qui voulaient juste être Ukrainiens. Vous imaginez l'émotion de ces gens qui vivaient pendant l'Union soviétique. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas le mot déportation et c'est mon grand-père qui m'a raconté son histoire. Mes grands-parents, côté papa et maman, étaient déportés de leur terre natale en 1946 et 1947. Ils vivaient sur le territoire qui actuellement est le territoire polonais, mais à l'époque, c'était le territoire ukrainien. Et du jour au lendemain, le régime soviétique a décidé qu'il faut les amener en Ukraine. Et il faut qu'ils quittent leur terre en Pologne. Parce que si les gens étaient ensemble, ils pouvaient se parler et puis ils pouvaient surtout créer des choses qui étaient très dangereuses pour le gouvernement russe. Ces choses-là, c'était des regroupements des personnes qui avaient la même idéologie et surtout les nations qui voulaient vivre librement. Mon grand-père m'a raconté cette histoire de son papa, mon arrière-grand-père qui portait un nom Zablotsky. Et donc, le maire de ce village où il vivait, il a dit, écoutez, monsieur Zablotsky, votre nom sonne un peu polonais. Si vous voulez, je note dans des cartes de naissance que vous êtes polonais, que vos deux fils sont polonais, que votre fille est polonaise et vous restez sur place. Vous gardez votre champ, vous gardez votre jardin, votre maison, vos vaches, cochons et poules, etc. Toute la propriété. Il faut juste signer que vous êtes polonais. Et mon arrière-grand-père a répondu, écoutez, je suis né ukrainien et pour moi, c'est la valeur primordiale. C'est quelque chose que je ne peux pas nier. Je peux quand même refuser de devenir pauvre, vivre je ne sais pas où, aller je ne sais pas où, mais jamais je ne supporterai que mes enfants soient polonais, soit d'autres nationalités, ne soient pas ukrainiens. Une autre histoire de déportation, c'est l'histoire de la collègue de ma maman, qui est née en 1946 aussi et qui est née dans le train. Parce que son papa avait des connexions, des liaisons, des relations avec l'armée ukrainienne à l'époque clandestine, et c'était vu comme la trahison de la patrie. Il était l'ennemi du peuple soviétique. Il était envoyé en Sibérie pour 25 ans. Et n'est pas seulement lui, mais sa femme, ses enfants, sa famille, ses cousins. Ces déportations, ce n'était pas seulement la personne, c'était les familles qui étaient déportées. Donc, c'était le cas de Miroslava qui est née en avril 1946 dans le train et qui a fait le voyage de 6 mois pour arriver à Kolyma en octobre 1946. J'imagine même pas sa maman avec un nouveau-né, un bébé dans le train, dans le froid ou dans le chaud, pour aller vers des galères, vers un travail qui était extrêmement compliqué, à l'est de la Russie, super loin de leur maison.
Encore une histoire de déportation, c'est le grand-père de mon mari qui avait 16 ans à l'époque et qui aidait les Ukrainiens, les mouvements ukrainiens dans la région de Ivano-Frankivsk, dans les Carpates. Il était arrêté et à l'âge de 16 ans, il a été aussi déporté. 8 ans, il a passé loin de sa famille, tout seul. 8 ans, il était en Sibérie. Encore une histoire, c'est l'histoire d'un monsieur Koval, qui était aussi déporté à l'est de la Russie, très loin en Sibérie, qui a trouvé l'amour de sa vie sur place, une Ukrainienne qui elle aussi était déportée. Et un Russe surveillant lui a proposé, écoutez monsieur, si vous voulez, vous pouvez s'en sortir. On change un peu votre nom, vous devenez Kovalyov et vous avez votre vie. Vous avez la vie réussite, vous serez russe. Et monsieur Koval a dit, non, je suis né Koval, mon père était Koval, mon grand-père était Koval et mes enfants aussi seront Koval. Je ne changerai jamais ma nationalité parce que c'est ma fierté. C'est la dignité qui vit en moi, ce n'est pas possible. Vous savez, les gens, ils acceptaient tous les malheurs, mais ils ne trahissaient pas leurs racines. Et c'est justement à ce moment-là qu'il y a la première brique qui s'est posée en moi. J'étais petite, mais pour moi, ces histoires, c'était quelque chose de beaucoup plus fort que juste, vous savez, juste les choses matérielles, juste les choses confortables. Non, c'était beaucoup plus puissant et plus profond. Cette petite brique en moi qui a fait le fondament pour que je n'oublie jamais que les racines, c'est très important. Il ne faut jamais oublier qui tu es et d'où tu viens. À l'âge de 3 ans, ma maman m'a inscrite dans un groupe de danse. C'était encore à l'époque l'Union soviétique, mais bon, je ne me rappelle pas très bien de ça, je me rappelle un peu plus tard. Elle m'a inscrite dans un groupe de danse folklorique ukrainienne qui existait à Lviv, le groupe qui s'appelle les Juifs Petits Souliers. Le groupe existe toujours. Un groupe de danse qui a changé ma vie un peu parce que la personne qui s'appelait Jean-Claude Darigo, c'est un prêtre et journaliste français qui a découvert ce groupe de danse, ces jeunes Ukrainiens, ces petits-enfants qui vivaient dans la pauvreté parce qu'à l'époque, vraiment, l'Ukraine était pauvre. Après la chute de l'Union soviétique, malheureusement, la Russie a tout pris. En plus, le système était fait d'une manière que si on produisait une voiture, par exemple, on produisait les phares en Ukraine à l'ouest, les roues en Ukraine à l'est, la carrosserie en Russie, le reste en Biélorussie, un peu en Kazakhstan. Et vous imaginez, si après la chute, nous, on pouvait juste avoir des phares et des roues. Et les usines se fermaient, les fabriques se fermaient, le pays était pauvre. C'est la vérité parce que c'était la réalité de cette époque. Et donc, ce groupe de danse, sous vraiment l'œil bienveillant de Jean-Claude Darigo, a commencé de voyager en France. Et c'est là que j'ai découvert l'Europe, et j'ai découvert la France, j'ai découvert les couleurs, j'ai découvert l'art de vivre, j'ai découvert la richesse et une vie tout à fait différente. Pour vous dire que j'étais la première de ma famille qui a voyagé à l'étranger. Bien sûr que tout le monde m'attendait pour que je vienne et je raconte des histoires. Mais la seule chose que j'avais compris en France, et ce sera ma deuxième petite brique en moi, c'était la fierté. Parce que quand nous étions en France et on donnait des spectacles, des concerts, les salles étaient pleines, les gens adoraient notre culture. Les gens regardaient les danses avec beaucoup d'émerveillement. Les gens écoutaient la musique ukrainienne. Les gens regardaient et admiraient les tenues ukrainiennes. Et j'avais dit, mais écoutez, c'est tellement beau que les gens admirent la culture ukrainienne. Et quand je suis rentrée en Ukraine et j'ai raconté toutes ces choses, je me sentais un peu triste parce qu'en Ukraine, on n'appréciait pas autant tout ce qui était ukrainien
comme on appréciait en France. Et j'ai posé la question à ma maman, pourquoi? Pourquoi en Ukraine, il est plus à la mode d'aller faire la danse sportive, rumba, samba? Il est plus à la mode de chanter les chansons modernes, russes, souvent, très souvent. Ma maman, elle m'a répondu, écoute, pendant l'Union soviétique, même avant, il y avait une dévalorisation et surtout simplification de tout ce qui était ukrainien. L'ukrainien était vu comme quelque chose qui venait des villages. Si tu parlais ukrainien, ça voulait dire que tu n'étais pas très intelligent. Si tu voulais réussir, il fallait parler russe pendant l'Union soviétique. Et malheureusement, ça changeait, mais très lentement, même pendant l'indépendance de l'Ukraine. Et c'est justement là que j'avais compris qu'il faut changer quelque chose. Et j'ai mis une deuxième brique en moi, la brique de fierté. Je suis fière d'être ukrainienne parce que je suis fière de montrer et partager et témoigner et surtout répandre la culture ukrainienne dans le monde. Avec le groupe de danse, on a vraiment beaucoup voyagé. Et franchement, je dois dire que dans tous les pays, les gens admiraient la danse ukrainienne. Et j'avais beaucoup de réponses après les spectacles. Les gens venaient et disaient, mais préservez cela, c'est tellement riche ce que vous avez. Cela a tellement de valeur ce que vous faites. Et vous savez, toutes ces paroles, tous ces regards, tous ces propos renforçaient de plus en plus ma fierté d'être ukrainienne et de porter cette culture, de montrer cette culture. Après, je me rappelle très bien d'un épisode de ma vie qui m'a vraiment marquée. À l'âge de 7 ans, j'étais à l'école, il y avait une dame qui est venue, elle a dit, écoutez, je suis de l'école de musique, plutôt d'un groupe de musique qui s'appelle Zvinochok, et nous recherchons des jeunes petites filles et garçons qui voudraient bien jouer de la bandura. La bandura, c'est un instrument national ukrainien qui n'existe nulle part que chez nous, un instrument qui se joue de deux mains, qui a 56 cordes, un peu le son de l'harpe, un instrument qui était très intéressant à l'époque pour moi. Et j'ai dit à ma maman, maman, je veux bien essayer. Maman n'était pas très contente parce que déjà, j'avais 3 fois par semaine des cours de danse. Et maman, elle a dit, bon, si tu le veux, essayons. Et c'est comme ça qu'à partir de 7 ans, j'ai commencé à pratiquer, à jouer de la bandura. J'ai vraiment adoré. C'était pas facile. Parfois, je pensais pourquoi j'avais dit ça, mais bon, si c'était moi qui a demandé, je ne pouvais pas dire à maman, je ne veux plus. En plus, juste un élément, bandura coûtait à l'époque $100. Mes parents, tous les deux, à l'époque, gagnaient $75 par mois, d'eux. Vous imaginez que acheter une bandura, c'était pas facile. Mais 6 mois plus tard, j'avais quand même ma propre bandura et j'étais extrêmement contente. Ben, vous comprenez bien qu'après, je ne pouvais pas dire à ma maman, je ne veux plus jouer de la bandura, j'en ai marre, bon, on change. Ah ben non, écoutez, ce n'était pas du tout possible. Donc, je continuais. À l'âge de 10 ans, je rentrais de l'école et j'ai rencontré chez moi mon grand-oncle qui s'appelait Ivan, qui venait des environs de Lviv. Et mon oncle Ivan, il était aussi déporté à l'époque. Pendant la déportation, il a presque perdu sa vue. Moi, j'étais curieuse de lui poser 1000 questions, mais lui, il a dit je n'ai pas très envie de raconter tout ça, je préfère oublier tout ça. Je n'étais pas très contente, bien sûr, mais bon, je respectais quand même son désir. Et au bout d'un temps, il me dit, écoute, est-ce que c'est la bandura au coin de cette chambre? Je dis, oui, c'est la bandura, je joue de la bandura. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu peux jouer quelque chose pour moi? Mon grand-père, qui était super fier que je savais jouer de la bandura, allez, Anya, on joue. Et j'ai joué un morceau, puis j'ai joué une chanson, j'ai chanté aussi, et je vois mon grand-oncle Ivan qui pleure. J'ai dit, mais pourquoi vous pleurez? Ça ne vous plaît pas? Je joue mal parce que je savais qu'à l'époque, mon grand-père disait que lui aussi, il jouait de la bandura. Il a dit, non, tu sais, il y a une chose que je veux bien te dire et je veux que tu te souviennes de cette chose.
Tu joues de la bandoura, tu chantes des chansons ukrainiennes, et moi, je comprends que nous avons gagné. Nous, ces Ukrainiens qui luttaient pendant des années, des dizaines d'années et même des siècles pour que l'Ukraine existe, pour qu'elle soit indépendante, pour qu'il y ait des drapeaux bleus et jaunes, pour que la bandoura retentisse. Nous, on était déportés, on avait perdu nos proches. Et maintenant, je te regarde et je te dis que nous avons gagné. Nous sommes là, vous êtes là, et notre futur est toujours ukrainien. C'était la petite troisième brique en moi. Après la fierté, après toutes ces émotions, c'était la troisième brique, la brique d'une responsabilité pour toutes ces personnes qui faisaient tout pour que ça existe, pour que l'Ukraine existe, pour que la langue ukrainienne existe, pour que la musique ukrainienne existe, la broderie, la tenue, la danse, la bandoura existent. Et moi, je vivais dans une Ukraine libre, je vis toujours d'ailleurs, et je peux jouer de la bandoura, et j'ai bien compris que c'était une responsabilité qui s'est posée sur nous, la nouvelle génération, qui n'a pas connu la peur et la terreur de l'Union soviétique, qui a connu juste les histoires qui nous formaient pendant que nous étions enfants et adolescents. Cette histoire m'a tellement touchée, j'avais compris que il y a une responsabilité, mais comme j'étais encore petite, je ne pouvais rien faire. C'est pourquoi en 2004, je me rappelle très bien de cette année parce que j'ai reçu mon passeport. J'avais 16 ans, j'ai reçu le passeport et j'avais compris que maintenant, je suis une citoyenne de l'Ukraine qui peut quand même faire quelque chose, changer quelque chose, influencer sur quelque chose. Avant 2004, l'Ukraine se développait, mais très lentement. L'Ukraine était toujours attachée à la Russie. En Ukraine, il y avait la 5e colonne, si vous comprenez ce que c'est. C'était les partis communistes. Je ne sais pas comment ils pouvaient exister en Ukraine après tout ce qu'ils avaient fait au peuple ukrainien. Mais il existait toujours. Il existait des partis pro-russes qui disaient toujours que l'Ukraine ne peut pas vivre sans la Russie, l'Ukraine doit être attachée toujours à la Russie, ce qui me faisait du mal, ça m'énervait, ça imposait une émotion de rage en moi. Il y avait ceux qui disaient que l'Ukrainien, c'est bon, il n'y a pas de différence, on peut parler l'Ukrainien, on peut parler russe. Et moi, ça m'énervait parce que je savais bien à l'époque que la langue ukrainienne, elle est beaucoup plus proche avec la langue biélorusse, avec la langue polonaise, avec la langue slovaque, avec la langue serbe, mais peut-être numéro 5 ou 6, ce sera la langue russe, mais nous, on nous imposait cette propagande que nous sommes frères. On n'était jamais frères, mais on nous imposait cela. Et en 2004, j'avais ce droit de voter. C'était mes premières élections. Et après le premier tour, il y avait le deuxième tour. Et pendant le deuxième tour, c'était Yanukovych contre Yushchenko. Pour moi, c'était un peu le passé contre le futur. Le pro-russe contre quelque chose ukrainien. Et j'étais sûre que Yushchenko gagnerait. J'étais sûre. Parce que la différence et la sagesse, l'intelligence était tellement évidente qu'on ne pouvait même pas imaginer que le lendemain des élections, Yanukovych remporte plus de voix. Nous, les Ukrainiens, on était choqués. Moi, je parle de moi, ma famille, mon entourage, mes amis. À l'époque, j'étais déjà l'étudiante. Donc, les professeurs de l'université, tout le monde, on était choqués. On comprenait que ce n'était pas la vérité, c'était la fraude. Les élections n'étaient pas justes. Les élections étaient fausses. Cette chose a provoqué la première révolution dans laquelle je participais, c'était la révolution orange. Je suis allée sur Maïdan avec mes amis de l'université. On a passé plusieurs semaines à Kyiv, dans la capitale,
pour se battre contre le fait que les gens du gouvernement, les pro-russes, les communistes, surtout Poutine, à l'époque il était déjà là, les Russes nous prenaient pour des bêtes, ils nous prenaient pour des stupides, ils pensaient qu'on va juste accepter ça et on va vivre avec ça. Mais vous savez, nous, on était déjà un peu une génération différente. Nous, on connaissait la liberté. Nous, on connaissait le goût d'être libre, le goût d'être indépendant. Et nous, on savait très bien la direction où on voulait aller. C'était vers l'ouest. C'était surtout pas vers l'est. Et c'est justement là, en 2004, que j'ai ressenti le goût de la victoire. Parce que le peuple a gagné. Les élections étaient annulées. Il y avait encore un tour des élections et c'est Yushchenko qui a gagné. Je dois vous dire que je me souviens très bien de ces années. Moi, je pense que ces 5 ans, c'était mes 5 ans préférés de ma vie pour le moment. Parce que j'étais jeune à l'université, je pense que ça aussi, ça joue un rôle important. Mais surtout parce que, enfin, nous avons eu beaucoup plus d'informations à la télé de l'histoire ukrainienne. Enfin, nous avons parlé de l'armée ukrainienne, on dirait clandestine ou bien rebelle. On a parlé de tout le terror effectué par Staline et par le Parti communiste et par le régime soviétique. Nous, on a découvert cela. Peut-être les gens ont découvert cela même pour la première fois. Moi, je connaissais ça grâce à ces petites soirées à la bougie et les témoignages de mes parents et de mes grands-parents. Mais il y avait des gens qui découvraient cela pour la première fois. Et je me souviens très bien, le novembre 2005, quand j'ai vu pour la première fois les témoignages à la télé du Holodomor. Holodomor qui était un vrai génocide du peuple ukrainien dans les années 1932-33. Et merci beaucoup à l'Assemblée nationale d'ailleurs qui a reconnu ce fait de Holodomor comme génocide du peuple ukrainien. Pour les Ukrainiens, c'est très important que le mal soit dénommé le mal, que la justice règne. Plus de 4 millions d'Ukrainiens étaient morts de la faim. Cette famine était effectuée le plus en Ukraine à l'est, au sud et central. Des villages et des villes étaient vides suite à la quantité de morts. Et puis après, quand il y avait des maisons libres, il y avait des trains qui arrivaient avec des peuples de l'Est, des Russes surtout, qui venaient s'installer sur les territoires du Sud, de l'Est et de l'Ukraine centrale. Ce qui peut expliquer peut-être le fait que la partie de l'Ukraine, l'Est, Sud et centrale, parlait beaucoup plus russe, parce que pour eux, peut-être, c'était leur langue maternelle. Ce qui peut expliquer aussi le fait qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas d'identité concrète, comme nous, par exemple, moi, ma famille, moi, je savais très bien qui je suis ukrainienne avec une longue histoire. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas s'identifier suite à l'Union soviétique qui faisait tout pour effacer cette identification, pour faire d'un Ukrainien, d'un Biélorusse, d'un Kazakh, juste un homme soviétique et n'est pas quelqu'un qui avait des racines et authentique. C'est pendant la présidentielle de Yushchenko que tout était fait pour que l'Ukraine aille vers l'Ouest. Tout était pour que l'Ukraine devienne un membre de la famille européenne, un membre de l'Union européenne. Et je me rappelle très bien de l'année 2009, quand Yanukovych est quand même devenu le président de l'Ukraine. Et ça veut dire que c'est déjà à cette époque-là que la Russie, avec Poutine en tête, a décidé que ce n'est pas possible que dans le pays voisin, le peuple décide quelque chose. Ce n'est pas possible que le pays voisin se détache, se sépare de nous, que le pays voisin devienne
réussit, se développe rapidement et montre un exemple au peuple russe qu'on peut vivre autrement. Parce que pendant l'Union soviétique, c'était super bien. Les gens ne voyageaient pas, on ne savait rien. On ne savait pas ce qui se passait à l'étranger. Et c'était bien parce que les gens voyaient juste son voisin. Ses voisins, ils pouvaient voyager dans l'Union soviétique, mais pas ailleurs. Ils ne voyaient pas la vie. Et là, pour Poutine et pour la Russie, c'était inadmissible. Et donc, on a tout fait pour que la propagande travaille bien, pour que les gens deviennent aveugles, pour que les gens ne se posent pas de questions, qui ils sont, pourquoi on veut aller à l'Union européenne, pourquoi il faut entrer, devenir le membre de l'OTAN. Tout était fait au contraire. On leur racontait que c'était mauvais, on leur disait que sans Russie, on ne peut rien faire, on aura froid, on n'aura pas de gaz, on aura des prix énormes, etc., etc. La propagande marchait très bien. Et pendant la présidentielle de Yanukovych, c'était justement ça. On revenait un petit peu vers la dévalorisation de tout ce qui était ukrainien, vers le fait que les partis qui étaient dans le gouvernement et qui étaient pro-ukrainiens, imaginez à quel point c'est absurde que être ukrainien en Ukraine était vu comme nationalisme extrême. Si tu voulais parler ukrainien et tu demandais juste à quelqu'un, non, je veux que vous me parliez ukrainien, ah, regardez, ce nationaliste. Mais moi, je trouve que c'était tellement absurde pour moi. Mais pour les personnes, plusieurs personnes, c'était vraiment une peur. Je ne sais pas comment cette propagande, elle a marché, mais elle a marché très bien. En 2013, à Vilnius, Yanukovych est invité pour une réunion et sa seule mission est aller à Vilnius, signer le document qui montre la destination de l'Ukraine, c'est-à-dire le début de notre entrée dans l'Union européenne. Mais Yanukovych ne signe pas. Il décide pour un peuple. Il décide pour tout le pays que non. Peut-être le peuple vous voulez, mais c'est moi qui décide. On ne va pas vers l'Europe, on va vers l'Est, vers la Russie et une union, encore une fois, avec la Russie, la Biélorussie et les autres pays post-soviétiques, comme on peut dire. Je dois vous dire que nous, on n'était pas d'accord, ce qui a provoqué Maïdan et la révolution de dignité. Cette révolution de dignité qui nous a coûté très cher. Pendant les jours de 18, 19 et 20 février 2014, les snipers ont tué plus d'une centaine de manifestants, comme ça, en ligne. On voyait tout ça en ligne à la télé. On savait bien que parmi les Berkut, c'était la police à l'époque du gouvernement, il y avait des snipers qui venaient de la Russie. Et on comprenait très bien que la guerre s'approche. C'est justement en 2014 que la Crimée était annexée. En 2014 que les troupes russes, bon, c'était pas russe à l'époque parce que Poutine disait c'est pas nous, nous ne sommes pas là, c'est je sais pas qui. On les appelait en Ukraine des petits bonhommes verts. Beaucoup de petits bonhommes verts sont entrés en Crimée, où d'ailleurs les Tatars de Crimée se révoltaient, ils faisaient des manifestations, ils ne voulaient pas du tout cette annexion. Ce n'était pas le désir du peuple, c'est encore une fois la propagande russe. Juste pour dire qu'en 1991, il y avait un référendum pour que l'Ukraine quitte l'Union soviétique. Et pendant ce référendum, 90% des Ukrainiens ont voté pour être un pays libre, indépendant et souverain. Personne n'a obligé personne. C'était la volonté des Ukrainiens, y compris la Crimée, parce que la Crimée voulait être avec l'Ukraine. Revenons en 2014, il y a le côté est de l'Ukraine où il y avait des manifestations
pour rester ukrainien, où il y avait des dizaines, voire centaines de manifestants morts, torturés, jetés dans les prisons. Les gens de Donetsk, Luhansk et des régions de Donetsk et de Luhansk ne voulaient pas se séparer de l'Ukraine. Ce n'était pas leur désir. C'était une invasion directe de la Russie. Nous, on le comprenait très bien. Et là, je me suis posé la question, en 1994, il y avait le mémorandum de Budapest. Le mémorandum de Budapest, signé par l'Ukraine, la Russie, l'Angleterre et les États-Unis, c'était un référendum qui a signé un document qui donnait les garanties pour l'Ukraine, qui disait que l'Ukraine sera protégée au cas d'une invasion ou d'une invasion militaire. En revanche, l'Ukraine a été obligée de donner toutes ses armes, y compris des armes nucléaires. Et à l'époque, l'Ukraine possédait la quantité troisième au monde des armes nucléaires. Donc, on a rendu nos armes nucléaires, nos chars, nos avions, nos munitions, pour des garanties données par la Russie. Et là, vous voyez, en 2014, personne n'a fait attention à ce document. Je parle des Russes qui nous ont envahis, l'Est et la Crimée. Et je me rappelle aussi des mots de Otto von Bismarck à l'époque. Il a dit que l'accord et le document avec la Russie ne vaut même pas de papier et de stylo. Et ce n'est pas faux, vous voyez. Ça peut peut-être expliquer pourquoi les Ukrainiens ne veulent pas signer quelque chose avec les Russes. Parce qu'on connaît très bien à quoi ça mène. Ça mène à une petite pause et un nouveau conflit après. On a déjà fait trop de fautes. On était déjà trop naïfs pendant l'histoire. C'est pourquoi on a ce qu'on a, 9 ans de guerre. Et puis, 24 février 2022, notre frère, comme ils le disent, mais notre ennemi, quand on le savent, a frappé à notre porte. Ils nous ont encore une fois privés de notre vie calme, du développement, de la culture. Ils nous ont privés de tout. Et tout ce qu'ils peuvent nous donner, c'est la destruction. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est violer, piller, venir et détruire. Et nous, on le sait très bien, parce que ça se répète, des générations après des générations. Déportés, tués, mis dans les prisons, oubliés. Des pages, des histoires déchirées. L'histoire elle-même réécrite 2 fois, 3 fois. Les noms changés. Et comment on peut savoir maintenant si ce monsieur Drozdov ou Jouravlov n'était pas à l'époque Drizzt et Jouravel? Tout est devenu russe. Ils ont tout pillé. Ils ont tout détruit. Et ça reste quand même encore le cas. J'ai eu une question très intéressante récemment. On m'a posé la question, est-ce que, en Ukraine, avant la guerre, on n'a pas beaucoup de, vous savez, de patrimoine type château, villa, pas beaucoup. Et on nous a dit, ça fait quoi? Ça fait l'impression que nous, comme pays, on n'était pas riches, on ne faisait pas ça, on ne s'intéressait pas à ça. Et c'est tout à fait faux, parce que tout était détruit plusieurs fois. Chaque invasion, c'est la destruction. Comme maintenant, vous voyez bien ce qui se passe à l'Est. Il y a des villes comme Bakhmut, Soledar, comme Avdiivka, qui n'existent plus. C'est rasé. Eux, ils appellent cela la terre brûlée. Manière de mener la guerre comme la terre brûlée. Mais ce n'est pas seulement maintenant, c'est depuis des siècles. C'est l'histoire qui se répète, malheureusement. Et donc la question qui m'était posée à l'époque,
pas à l'époque, récemment. Anya, est-ce que tu as quelque chose de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, type, je ne sais pas, la bijouterie, des tableaux, des choses? J'ai dit non. Et pourquoi? Ben non, tout était pris. Mes grands-parents ont tout laissé là où ils ont grandi. Les autres étaient déportés. Les autres étaient morts pendant la famine ou le terror rouge de l'époque. Parce que c'était interdit de chanter ukrainien, parler ukrainien, écrire en ukrainien. La littérature qui était détruite, les chansons qui étaient détruites, les bandouristes qui étaient détruites en 1937. Et vous savez, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal. Parce que tout ce que la Russie peut nous donner, c'est beaucoup de malheur, de peine. Malheureusement, c'est l'histoire qui dit, c'est pas moi. Et même maintenant, vous savez, le monde entier vit avec une devise plus jamais, never again. Oui. Nous, on vit en comprenant qu'on ne veut plus de guerre, on veut vivre parce que la vie est tellement courte de faire des guerres. Et donc, sachez que eux, leur devise, c'est ce qu'ils disent et répètent chaque fois à leur télévision. Ils disent, on peut répéter, on peut refaire. C'est ce qu'ils font. Nous, on veut plus jamais. Eux, ils veulent répéter et refaire. Nous sommes très différents. On n'était jamais frères. Juste que je peux dire, on était peut-être comme un couple avec des relations toxiques. Nous, on veut partir. Eux, ils ne nous laissent pas. Mais ça doit finir un jour. Et comme disait mon grand-père et comme disait mon grand-oncle Ivan, nous sommes là et c'est notre devoir maintenant. Malheureusement, on paye très cher parce que la mort d'un soldat ukrainien, c'est la mort d'un univers. Ce soldat, Petro, Mykola, Yura, aurait pu être le professeur de musique, un ingénieur, il aurait pu faire des découvertes parce que nous, on perd les meilleurs. Là-bas, au France, c'est les gens qui se sont décidés eux-mêmes d'aller et défendre notre pays. Aller et protéger notre futur, nos enfants, nos petits-enfants. Parce que ces soldats qui sont au front, ils ne sont pas contre quelqu'un, contre l'ennemi. Non, ils sont là-bas pour les personnes qu'ils protègent derrière, leur famille, leur futur, leur mère, leur maison, leur pays, leurs racines et surtout leurs ancêtres qui nous regardent du haut. Et pour en finir, je veux juste dire que cette page tragique de l'histoire de l'Ukraine, je n'ai jamais pensé que moi, personnellement, au XXIe siècle, je vais vivre pendant la guerre. J'ai tellement entendu la guerre et c'est pourquoi je voulais juste dire que cette page tragique pour notre pays et nos vies maintenant, si on regarde autrement, je dois vous dire que c'est aussi une page d'une victoire, une victoire inestimable. Si par exemple mon grand-père revient du ciel et voit ce qui se passe, il va me dire une chose. On n'a jamais eu d'une reconnaissance pareille. On n'a jamais eu d'un soutien pareil. On n'a jamais eu le monde entier avec nous. Et en plus, le monde n'a jamais vu le vrai visage de la Russie. Le monde a enfin découvert le vrai visage de la Russie, de notre ennemi. Et j'espère que le monde a compris, comprend et découvre les Ukrainiens. C'est pourquoi ma force ukrainienne, d'où vient-elle? Des petites briques, mises en moi par mes parents, grands-parents, les histoires de mes ancêtres, le mal que mon peuple a vécu, la sagesse que mon peuple a. C'est ça, ma force ukrainienne. Et ma force ukrainienne,
c'est la force de tous les Ukrainiens. Merci beaucoup.